On est bon? Ouais. On fait un test C'est aussi. live. Hein. Live. Ok, on est là. Ah, oui. Go. Ok. Ok. Je commence. Ouais. Ok, bonsoir. D'abord, Olivier, je voudrais vous accueillir chaleureusement en Irlande. Merci. Et je vous souhaite plein succès lors des élections législatives. Je me présente, je m'appelle Joe Higgins. Jusque l'année dernière, j'étais député au Parlement irlandais, en Dáil, comme on dit en irlandais. J'ai passé quelques ans aussi au Parlement européen. J'ai fait partie de la gauche unifiée européenne, dont Jean-Luc Mélenchon était aussi membre. Et je soutiens aussi la gauche révolutionnaire en France. Certainement, l'élection présidentielle en France a été historique. Il y a la claque donnée aux partis politiques traditionnels. Il y a les 7 millions de votes pour France Insoumise avec son programme radical. Et parmi nous, en Irlande, la vraie gauche en Irlande, c'est un résultat qui nous encourage beaucoup. Et quand je dis la vraie gauche, nous ne considérons pas que, par exemple, le Labour Party irlandais fait partie de la vraie gauche. C'est pas du tout de la gauche. Ce parti a trahi la classe ouvrière et les jeunes à la même manière que le PS en France. Nous espérons que les élections législatives en France vont vous donner un groupe fort de députés de France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et je voudrais faire un seul point sur ça et sur la période après les élections. Et je fais ce point avec humilité parce que je ne suis pas français et j'habite pas en France. Mais avec mon expérience des décennies dans le mouvement ouvrier, je crois qu'il est essentiel dès maintenant que le mouvement impressionnant de soutien à Mélenchon et à France Insoumise est transformé en une organisation dans laquelle les travailleurs, les jeunes, les minorités en France peuvent s'organiser pour construire un solide mouvement de gauche afin d'organiser la lutte contre la politique de M. Macron, c'est-à-dire contre l'austérité et l'exploitation et aussi le racisme qui sont inévitables dans le système capitaliste. Et lutter pour une société organisée pour le 99% de la population, ça veut dire construire une société socialiste et démocratique où la richesse est sous le contrôle démocratique de la majorité et créer donc une société où chaque personne peut avoir une vie décente et digne et où les horaires de la guerre et du terrorisme sont éliminés. Et encore une fois, Olivier, je vous souhaite le meilleur dans les élections législatives et dans la lutte plus large en général en France après les élections. Merci. Merci beaucoup. Déjà, un point s'est levé dans l'assistance. Alors, merci à tous d'être venus et je dois dire que vous êtes étonnamment nombreux, ça fait quand même très plaisir. Et c'est aussi très très important pour moi qu'il y ait dans la salle des membres de Solidarity, le parti de gauche irlandais, parce que la refondation de l'Europe est évidemment au cœur de notre projet et cette refondation, nous ne pourrons pas la faire tout seul. Je ne vais pas vous parler très longtemps, même si je suis très bavard, je ne peux pas vous assurer que je me tiendrai aux objectifs que je me suis fixés. Ce que je vais essayer de vous dire, c'est d'abord quand même de me présenter très rapidement
Et ensuite, et je pense que c'est pas inutile que je me présente parce que quelque part je suis un produit assez caractéristique de la France insoumise. Donc en me présentant, je vous présente aussi un peu l'esprit du mouvement. Après, je vous dirai ce qui me semble être les points fondamentaux du programme de la France insoumise, et non seulement dans le contenu, voilà, les politiques qu'on veut mettre en place, mais aussi dans la stratégie qu'on a adoptée et qui nous a permis d'arriver quand même effectivement à un beau succès, même si malheureusement on n'a pas réussi à l'emporter. Et enfin, je vous parlerai un petit peu plus justement d'Europe et de la façon dont, au mieux, eh bien, les politiques de la France insoumise pourraient rencontrer une dynamique en Europe, et par exemple en Irlande. Et bien entendu, c'est quelque chose qui concernerait les Français de l'étranger, les Français qui résident en Irlande. Ça, c'est un point très important sur lequel je reviendrai, qui est que je ne fais pas vraiment une campagne pour les Français de l'étranger, dans la mesure où les Français de l'étranger se considéreraient comme des animaux un peu étranges, ni tout à fait français puisqu'ils n'y sont pas, ni tout à fait irlandais puisqu'ils n'en sont pas, et donc une sorte d'intersection un peu étroite avec des besoins particuliers auxquels il faudrait porter une attention particulière. Bien sûr, les Français de l'étranger ont des besoins spécifiques, et le député des Français de l'étranger doit les satisfaire, notamment pour commencer la possibilité de voter, puisque les dernières élections ont été absolument catastrophiques de ce point de vue-là. Puis il y a d'autres choses, les soins, les retraites, etc., etc. Tout ça, c'est important, c'est de la technique, on peut en parler si vous voulez. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que quand on est Français de l'étranger, eh bien on est Français et on est engagé dans la société où on est. Et donc on est concerné par le bien des deux sociétés, celle d'où on vient et celle où on est. C'est-à-dire qu'on est particulièrement intéressé au bien de l'Europe dans son ensemble. Donc on est tout à fait, on est en situation pour être les rouages de cette refondation de l'Europe parce que justement, on a derrière nous la capacité de mobiliser un grand pays comme la France à cette fin, et aussi on a la capacité de tisser des liens à partout. Alors je reviens donc à mon début et je commence par me présenter. J'ai 42 ans, j'enseigne la littérature française à l'université de Cambridge, et je m'intéresse à la campagne à la politique depuis pas si longtemps que ça. Je m'y suis mis à 34 ans. Et donc un peu, en fait, dans la continuité de la crise des subprimes, qui a été, je crois, pour des gens de ma génération et de ma classe, puisque je suis, disons, de la classe moyenne, un choc. Voilà, je crois que les gens de ma génération et de ma classe sont un peu la génération dépolitisée par excellence, où on s'était dit que tout allait bien, l'économie roulait d'elle-même, et on n'avait plus qu'à prendre soin de nous-mêmes, et tout d'un coup, les subprimes, et là on se dit, qu'est-ce qui se passe? Bon, tout le monde n'a pas été aussi aveuglé que moi, mais en tout cas, c'est mon histoire. Et quand j'ai eu cet éveil politique, j'ai commencé à beaucoup écrire, un blog qui a eu pas mal de succès, et c'est à partir de ce blog qu'en fait tout s'est déclenché. Puisque d'abord j'ai été contacté par des auteurs de bande dessinée, Renaud et Ménaka, pour écrire l'adaptation en bande dessinée du programme de Mélenchon, qui a beaucoup marché. À cause de ça, j'ai rencontré un peu l'équipe de la France Insoumise. Pendant la campagne présidentielle, j'avais la chance d'être en vacances, parce que les universitaires ont beaucoup de vacances, ce qui fait que j'écrivais un billet de blog par jour à peu près, et puis des articles dans divers journaux, et ça a beaucoup circulé. Et du coup, comme ça, voilà, j'ai rencontré un peu tout le monde, et surtout les insoumis du Royaume-Uni m'ont proposé d'être leur candidat. Et ils m'ont proposé ça au lendemain du premier tour, et moi j'ai pris la défaite du premier tour comme une claque absolument terrible, j'étais désespéré, et donc l'idée de rentrer chez moi pour continuer comme avant, ça me semblait vraiment très difficile, et donc j'ai dit oui. Donc là où je suis caractéristique de la France Insoumise, c'est que, comme vous le savez, la France Insoumise c'est un mouvement et pas un parti. Et donc c'est quelque chose à quoi on peut s'intégrer et s'agréger de façon très souple et très facile. Et je pense que toutes les choses que j'ai faites, je les aurais sans doute pas faites si j'avais eu à demander la permission, à être tenu par un appareil. Et je ne suis pas tout seul dans ce cas. L'une des choses les plus belles de la campagne présidentielle de Mélenchon, ça a été l'effervescence créatrice qui venait de partout. Vous avez peut-être vu le jeu vidéo, mais il y avait aussi un super jeu de société qui n'a pas reçu toute l'attention qu'il méritait à mon avis. Plein de choses comme ça, parce que les gens se sentaient libres de s'impliquer. Et donc il y avait cette structure qui était très riche, et plutôt qui se prêtait à quelque chose de très riche, si bien sûr cette chose riche se trouvait par ailleurs dans la société. Et la société française a beaucoup évolué quand même durant le quinquennat Hollande, alors pour le pire à certains égards, mais aussi pour le meilleur à d'autres. Il y a eu des mobilisations sociales très fortes, comme vous le savez, contre la loi El Khomri, et puis dans la foulée de ça, il y a eu Nuit debout. Et ça, c'était intéressant, parce que Nuit debout, par exemple, c'était un mouvement qui était très réfractaire au parti traditionnel. Donc si Mélenchon avait voulu les faire entrer dans un cadre bien formaté,
à tous les coups, ça n'aurait pas fonctionné. En fait, il s'est tenu prudemment et sagement à distance. Il a créé cette structure où les gens pouvaient venir ou non, et en fait, c'est évident que beaucoup de choses ont irrigué après la France Insoumise. Donc voilà, il y a déjà quelque chose de riche dans cette structure de la France Insoumise, et c'est ça qu'il faut pérenniser. Quelques aspects les plus remarquables de ce qu'on a réussi à faire. D'abord, vous avez peut-être remarqué que nous sommes le parti politique parmi les 4 grandes formations qui ont oscillé autour de 20% au deuxième tour, qui a le vote le plus homogène en termes de classe. Notre vote est divisé 25%, 25%, 25%, 25% entre les classes moyennes, les classes intermédiaires, les employés et les ouvriers. Déjà, c'est intéressant. Pour moi, c'est quelque chose de très intéressant parce que ça rencontre, vous savez, la réflexion de... Comment il s'appelle ? Je me rappelle. Enfin, la notion de précariat. C'est-à-dire qu'on est passé d'une société où il y avait un prolétariat, et le prolétariat, c'est quand même quelque chose qui avait une réalité matérielle, c'est-à-dire c'était la sociabilité dans les usines, la socialisation dans les quartiers ouvriers, etc. Et c'était sur cette base matérielle que se faisait la mobilisation. Maintenant, on est dans le précariat, le travail atomisé, les gens se rencontrent plus, se croisent à peine. Et c'était une grande question pour la gauche depuis plusieurs années. Comment faire pour mobiliser le précariat ? Par ailleurs, l'un des autres aspects intéressants du précariat, c'est que c'est un statut, ce n'est pas une classe. Et en fait, il se retrouve dans toutes les classes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un certain sentiment d'indignation et de scandale et de « ça peut plus durer », ou pour reprendre un hashtag qui avait fait fureur en France un peu avant Nuit debout, le sentiment de « on vaut mieux que ça », se retrouve en fait chez les artistes, même chez les gens de la classe moyenne qui voient qu'ils ne peuvent plus payer leur emprunt immobilier, chez les employés, etc. Donc ça donne aussi l'opportunité d'alliances un peu différentes de ce qui se faisait avant. Et les réseaux sociaux ont servi d'incubateur pour tous ces croisements. Donc je pense que de ce point de vue-là, ce qui s'est construit avec la France Insoumise est quand même assez nouveau, tout à fait en phase avec la réalité sociale et économique de notre époque, et donc ça peut tout à fait durer. Voilà. Ensuite, pourquoi ça peut durer ? C'est parce qu'on a un programme qui me semble être à la fois très, très, très détaillé, très fouillé. C'est quelque chose de fascinant de rentrer dans l'avenir en commun. Donc le programme, évidemment, c'est comme vous savez tous, l'avenir en commun. Et ce qui est beau avec ce programme, c'est qu'il est tellement fouillé que personne ne peut le maîtriser sous tous ses aspects. Il faut aller sur la chaîne jlm2017.fr et écouter les heures d'audition programmatique et d'universités populaires où des syndicalistes, des profs de fac, des hauts fonctionnaires, des travailleurs, des chômeurs, tout le monde est amené à donner son expertise et le programme, c'est la synthèse extrêmement riche de tout ça. Mais avec toute cette richesse, le programme a par ailleurs des axes forts d'une simplicité absolue. Et vous savez que dès 2008, quand Mélenchon quitte le Parti Socialiste, il le fait avec Martine Billard, qui est une députée écologiste. Et dès après, il publie je ne sais plus si c'était 18 thèses ou 23 thèses, sur l'écosocialisme. Et ça, c'est l'armature du programme. L'idée, c'était de repenser l'idéal socialiste, non plus à partir de l'idée marxiste que viendrait l'abondance et le socialisme serait possible quand on partagerait l'abondance, mais de repenser le socialisme à partir des urgences écologiques. Et donc tout ça se décline avec une simplicité absolue. Le fait de répondre à la crise écologique engage tous les êtres humains, donc c'est l'intérêt général humain. La nécessité de répondre aux défis écologiques est par ailleurs une opportunité, puisque c'est ce qui répond à la crise du chômage. Parce que pour répondre aux défis écologiques, on a du travail par-dessus la tête pour tout le monde. Mais le problème, évidemment, c'est qu'il faut financer ce travail qui est à faire. Et la difficulté à le financer, c'est ce qui révèle le mieux la crise du capitalisme. Voilà. J'aime bien, moi, utiliser la distinction entre le travail et l'emploi. Le travail, c'est le fait d'accomplir des tâches, et l'emploi, c'est le fait d'être rémunéré pour accomplir ces tâches. Aujourd'hui, il y a du travail par-dessus la tête, mais il n'y a pas d'emploi là où il y a du travail. Et à l'inverse, les emplois qu'on est contraint de faire pour survivre sont les 3/4 du temps inutiles s'ils ne sont pas néfastes. Les 3/4 du temps, j'exagère, on pourrait garder le calcul à la louche de David Graeber, j'espère que vous connaissez tous le formidable David Graeber, qui a inventé la catégorie des bullshit jobs. Voilà, et lui, à la louche, il calcule que 30% des emplois sont plus néfastes que profitables et qui voudraient mieux donner l'argent aux gens pour rester chez eux à rien faire. Donc, numéro 1, l'écologie. Numéro 2, le fait que l'écologie règle le problème de l'emploi si on résout la crise du capitalisme. Et pour ça, il faut donc aligner le travail et l'emploi et faire qu'il y ait de l'emploi là où il y a du travail. Je ne vais pas vous mentir, on n'a pas un programme de nationalisation intégrale, de sortie
de l'économie de marché au sens le plus ambitieux. Mais on a quand même des mesures très fortes, notamment de deux manières en fait, en remettant l'État à la place du premier prêteur et du premier consommateur, au sens où là l'État doit fournir du crédit à bon marché aux entreprises et surtout aux TPE, PME qui portent tous les projets qui sont liés à la résolution des problèmes écologiques. Mais comme l'État met en place les infrastructures et met en place les mesures nécessaires pour la sortie de la crise écologique, il est aussi client. Par exemple, l'exemple tout bête, c'est que l'État s'engage à ce qu'il n'y ait que 100%, il y ait 100% de produits bio dans les cantines. Cette mesure-là, financée par l'État, ça crée un marché pour toutes les petites entreprises d'agriculteurs bio. Ou l'autre exemple que Mélenchon utilisait souvent, c'était le fait de mettre en place le plan zéro obstacle pour les handicapés. Et bien voilà, ça veut dire que toutes les communes, toutes les régions font des appels d'offres pour des rampes, des machins, des trucs, et les petites entreprises se trouvent là du coup avec un marché. Donc premier élément de la régulation du capitalisme, si vous voulez, c'est l'État qui se met en situation comme ça d'être le premier prêteur et le premier acheteur. Et le deuxième élément, qui est quand même évidemment très très important, c'est de restaurer la balance du pouvoir à l'intérieur des entreprises entre les actionnaires et les salariés. Ça passe par des mesures de contrôle de l'actionnariat, par exemple le fait d'indexer les droits de vote des actionnaires à la durée de l'investissement. C'est quelque chose qui vient d'Amérique du Sud. Vous savez, en Amérique du Sud, on demandait aux entreprises d'investir pour 10 ans. En dessous de 10 ans d'investissement, elles n'avaient pas de droit au conseil de direction. Et on leur demandait même de verser une caution. Et donc, si jamais l'entreprise, le fonds d'investissement décidait de déplacer ses capitaux avant l'heure, eh ben, on récupérait la caution. Voilà, il y a des façons de faire comme ça. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, la pression actionnariale qui s'exerce évidemment au niveau des entreprises cotées en bourse, donc des grandes entreprises, en fait, se diffuse sur l'intégralité du tissu productif, donc je ne rentre pas dans le détail. Et le deuxième aspect, c'est bien sûr que les donner aux salariés, par exemple, un droit de veto suspensif sur tous les plans sociaux et une voix dans les conseils d'administration beaucoup plus forte pour que les gens puissent avoir plus de contrôle sur ce qu'ils font. Et surtout, favoriser au maximum ce qui nous semble le secteur le plus prometteur de l'économie française, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Et notamment les SCOP. Et alors là, on est dans vraiment complètement autre chose, puisque c'est des structures de travail dans lesquelles la décision se fait de façon démocratique, les salaires sont plafonnés de 1 à 5, je crois même que c'est 1 à 3 dans les SCOP, etc., etc. Donc nous, en fait, je crois qu'on est dans tel que je comprends, en tout cas, on est dans une forme de transition vers un modèle final qui serait beaucoup plus coopératif, en fait, qu'un modèle de socialisme étatique. Voilà. Et enfin, évidemment, la dernière partie du programme, c'est que pour réussir à mettre tout ça en place, eh ben, il faut justement un État puissant, d'abord, et vertueux, d'autre part. Or, l'État aujourd'hui n'est pas vertueux. Il y a plein de gens qui s'imaginent qu'on est dans une lutte entre les multinationales et les États, mais pas du tout. Les 3/4 des États sont bien sûr complices des multinationales. En Irlande, vous le savez très bien, puisque vous passez votre temps à lutter contre un État qui vend tout aux multinationales. C'est pour ça que la refonte de l'État, c'est le point crucial. Et nous, cette refonte, c'était la 6e République à travers une assemblée constituante. Et ça, c'est absolument fondamental. Et je vous parlais tout à l'heure du fait d'organiser le précariat, etc. Je pense qu'une autre des nouveautés vraiment remarquables de la stratégie de la France insoumise, c'est que bien sûr, on a fait campagne sur des choses économiques et écologiques. Bien sûr, je ne vous ai pas parlé de l'augmentation des minima sociaux, l'augmentation du SMIC, etc. Voilà, on a tout ça, on a ça. Mais on a mis au cœur de notre programme la question institutionnelle. C'est-à-dire, on va reprendre le pouvoir, et pour reprendre le pouvoir, il ne s'agit pas juste d'élire Jean-Luc Mélenchon. Reprendre le pouvoir, ça veut dire refaire l'État de fond en comble. Et ça, c'était vraiment une belle idée, et d'ailleurs une idée qui a suscité beaucoup de scepticisme. Je ne sais pas si vous avez entendu de temps en temps les journalistes dire à Jean-Luc Mélenchon, mais enfin quand même, l'Assemblée constituante, c'est drôlement abstrait, les gens n'y comprennent rien, tout ce qui les intéresse, c'est ce qu'ils ont dans leur porte-monnaie. Et bien pas du tout, il y a des études qui montrent qu'une très 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 large proportion de la population française est favorable à la 6e République. En fait, on a parlé très très bien à travers ce thème-là. Résultat des courses. Je vous ai parlé du fait qu'on avait un vote très interclasse. Mais aussi, comme vous le savez peut-être, on a récupéré des électeurs du Front National, on a récupéré une belle proportion du vote ouvrier. Je crois qu'avant la campagne, je vais me tromper dans les chiffres, mais je pense que Le Pen devait être à 35 et nous à 12% du vote ouvrier. À la fin, elle est à 27 et nous à 22, un truc comme ça. Donc quand même, on n'est pas encore premier là, mais quand même, on a repris beaucoup de poils de la bête. Et on est premier chez les jeunes.
Et à mon avis, c'est l'idée de la 6e République est vraiment centrale là-dedans. Par exemple, j'ai coutume de dire que si beaucoup d'insoumis se sont abstenus au 2e tour de l'élection présidentielle, évidemment, ce n'est pas du tout parce qu'ils faisaient un signe égal entre Macron et Le Pen ou parce qu'ils étaient secrètement des pénistes ou des conneries qu'on nous raconte, c'est que ce sont des gens qui étaient totalement aliénés à la politique, voilà, parce que leur colère ne portait plus, à la limite, sur un gouvernement ou sur l'autre, mais sur l'État profond. Ce qu'on appelle l'État profond, c'est tous les services de l'État, la police, la justice, l'administration, etc. Et donc ces gens-là n'allaient pas revenir à la politique simplement pour élire un autre gouvernement, parce qu'ils ont le sentiment, qui est d'ailleurs tout à fait justifié, qu'en fait le gouvernement c'est la mousse sur la bière, si vous voulez. On peut souffler dessus, elle disparaît, mais la bière, qui est l'État profond, elle est toujours là, par contre. Et donc c'est sur le projet de refaire l'État lui-même que là, ils ont dit très bien, chiche. Et une fois que cette option n'était plus sur la table, ils n'en avaient plus rien à cirer et ils se sont retirés de nouveau. Donc voilà, vous voyez l'architecture du programme qui me semble vraiment limpide, si vous voulez, d'un point de vue conceptuel, et après tout le travail en finesse. Et bien sûr, maintenant j'en viens à l'Europe et à ce qui nous concerne comme Français de l'étranger, mais aussi comme Français et comme Irlandais, puisqu'ils n'ont pas de défensé dans cette salle, ce dont je suis ravi. Je pense que vous savez tous que nous avons comme projet de refonder l'Europe. Mais je vais peut-être en dire un petit mot parce que c'est quelque chose qui est très mal compris. À la limite, je me dis que dans cette salle, il doit y avoir quand même peut-être 100% d'insoumis. Donc non. Ah, je vois un mot, ça c'est très bien. Donc, ok, alors si tout le monde n'est pas insoumis dans cette salle, j'explique l'Europe. Parce que je pense que les insoumis qui se sont passionnés pour tout ça, sans doute, ont des idées assez claires, mais ça a été tellement mal représenté que ça vaut la peine de clarifier. D'ailleurs, je vais même dire autre chose, parce qu'on est quand même capable de l'autocritique. Je pense que non seulement ça a été mal présenté, mal relayé, mais aussi mal présenté par nous. Les phrases, il faut toujours chercher des phrases qui vont fonctionner, quoi, qui vont rester dans les têtes. Et là, pour l'Europe, les deux phrases, c'était plan A, plan B, et on la change ou on la quitte. Et en fait, ça n'exprimait pas, ça n'exprimait pas la réalité de ce qu'on a en tête. Donc je vous raconte un peu donc, le plan sur l'Europe. Il faut d'abord revenir au tout début. Vous vous rappelez que Mélenchon a voté pour Maastricht, qu'après Maastricht, il s'est rendu compte qu'il avait fait une grosse connerie, qu'en fait, l'architecture Maastricht déjà préparait la mise en concurrence des peuples européens, et donc, à terme, c'était le diagnostic, le pronostic plutôt, l'explosion de l'Europe, parce que, voilà, sous la pression centrifuge de la concurrence. C'est pourquoi Mélenchon s'engage pour le non à la Constitution européenne en 2005, puis, quand la Constitution européenne revient rhabillée en traité de Lisbonne, il s'engage contre sa ratification en 2008, et quand le PS vote la ratification du traité de Lisbonne avec la droite, c'est Mélenchon, qui a toujours voulu exercer le pouvoir et qui a pendant longtemps pensé que la meilleure façon d'y arriver, c'était quand même de ramener le Parti Socialiste vers la gauche, se rend compte à ce moment-là que c'est impossible, que le Parti Socialiste ne reviendra plus jamais vers la gauche, et donc il est temps de partir. Et donc ce qui est important de comprendre, c'est que dès le début, le pronostic qui est le fond de notre pensée, c'est que l'Europe telle qu'elle est va à l'explosion. Et nous sommes européistes, tout ce que nous élaborons comme réflexion, c'est pour sauver l'Europe, ce qui ne peut se faire qu'au prix d'une refondation absolument totale. Voilà. Et maintenant, comment voulons-nous... Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut changer dans l'Europe? Je pense qu'en Irlande, vous savez ça mieux que beaucoup de gens, encore une fois. Il faut sortir l'Europe de l'austérité. Qu'est-ce qui organise l'austérité du point de vue de l'architecture de l'Union européenne? On peut citer au moins trois choses. La première, c'est le mandat de la Banque centrale européenne, qui est indépendante et qui a pour seule mission de lutter contre l'inflation. Ce qui fait que statutairement, elle ne peut pas initier de grandes relances keynésiennes de l'activité, c'est-à-dire des politiques contracycliques où on injecte plein de fric dans les moments de récession. En fait, elle le fait quand même, mais elle le fait tellement mal que ça ne marche pas. Si vous voulez, on reviendra sur ces détails techniques après, parce qu'en même temps, c'est très important. Deuxième chose qu'on peut mentionner, c'est bien entendu les règles budgétaires aberrantes auxquelles les États sont soumis. Et voilà, la fameuse règle des 3%. D'ailleurs, on dit toujours 3%, mais ce n'est pas 3%. Depuis le six-pack, ou le two-pack, je ne sais plus lequel, c'est 0,5% de déficit structurel. Et les 3%, c'est un déficit conjoncturel. Alors le truc, c'est qu'aucun économiste n'a jamais été capable de faire la différence clairement entre le structurel et le conjoncturel. C'est pas la première fois qu'on nous balance des leçons qui n'ont pas un sens très précis. Et enfin, il y a le no bailout clause, c'est-à-dire le fait qu'un État ne peut pas en aider un autre. Et on pourrait mentionner, pour finir, parce que quand même tout ça c'est concomitant, les directives de privatisation qui sont constamment remises sur le tapis par l'Union européenne.
où on voit quand même qu'il y a une cohérence, hein, puisque le fait, pour vous tenir dans les restrictions budgétaires, vous devez privatiser, et bien ça tombe bien, parce que justement, on voulait que vous privatiser. Donc bon, il y a quand même une logique dans tout ça. Donc il faut changer tout ça. Le problème, c'est que, et donc il faut faire que la Banque centrale puisse prêter directement aux États, au lieu qu'ils soient asphyxiés par les banques, que la Banque centrale serve à financer, à relancer les économies, et comment? Et bien sûr en finançant les grands plans de transition énergétique qui profiteront à tout le monde, et en permettant les solidarités entre les États. C'est ça qu'il faut faire. Et bien sûr, il faut annuler les directives de privatisation et permettre aux États d'avoir des pôles publics bancaires, ce qui est également interdit par les traités de l'Union. Comment on fait ça? Eh bien, on ne fait pas ça par les voies institutionnelles parce que c'est impossible. Comme l'Europe, c'est une question qui touche beaucoup et qui fait très peur, et énormément de gens essaient de se réfugier dans une pensée prudente qui serait « on ne va pas tout casser, don't rock the boat », oui, il faut refonder l'Europe, mais pas au point de... Et alors, en fait, du coup, avec une réflexion comme ça, vous ne ferez rien, jamais, jamais. Et il faut prendre la mesure du délire dans lequel on est. Et pour modifier les traités, il faudrait l'assentiment des 27 pays membres. Ce qui est impossible. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un austéritaire dans le coin, et suivez mon regard, pour poser son veto. Et vous vous rendez quand même compte que ces traités n'ont pas de date de péremption. C'est pas signé pour 5 ans ou pour 10 ans. Il n'y a aucune date, jamais, où on se dit, maintenant on revote, on refait un traité, une page blanche, l'Europe se refonde. Jamais. C'est pour l'éternité. C'est un truc absolument dément quand on y pense, dément. Et du coup, voilà, institutionnellement, c'est l'austérité à perpétuité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut rompre les traités autrement qu'institutionnellement, c'est-à-dire sauvagement, voilà. Et de toute façon, en faisant ça, on ne fait rien de différent de ce que fait l'Europe tout le temps, parce qu'il y a une chose dont il faut bien prendre conscience, c'est que l'Europe elle-même enfreint ses propres règles tout le temps. Par exemple, quand la BCE fait du quantitative easing, eh bien, elle enfreint son mandat. Quand l'Eurogroupe tord le bras de Tsipras, l'Eurogroupe c'est un corps qui légalement n'existe pas. Voilà. Et pourtant, tout d'un coup, ça sort out of thin air, on invente l'Eurogroupe et crac, on détruit la glace. Enfin, voilà, donc l'Europe c'est un espace en fait de politique entre grands États, entre lesquels il y a des rapports de force, et il faut imposer sa volonté. Quand on aura construit une belle Europe, bien démocratique et bien solidaire, eh bien, très bien, on se conformera aux règles de cette belle Europe. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, la situation dans laquelle on est, c'est des États rivaux qui imposent leur puissance les uns aux autres. Et bien si c'est ça, très bien, on joue le jeu, on impose la nôtre de puissance. Et on nous dit parfois, Tsipras n'a pas réussi, ce qui est une objection un peu pauvre, parce que Tsipras, de puissance, il n'en avait pas. Alors que la France est extrêmement puissante. Je le rappelle très vite, qu'on est quand même la deuxième économie du continent, à peu près à égalité avec l'Allemagne, qu'on sera bientôt la première population d'Europe, qu'on est la plus grande puissance militaire d'Europe, et qu'on est le seul pays d'Europe, maintenant que l'Angleterre est en voie de départ, à avoir un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Alors celui qui s'imagine qu'il peut parler de haut à la France, bon, ben non, c'est pas vrai. Après, l'autre objection, c'est de dire, oui, mais alors, vous voulez remplacer une Europe allemande par une Europe française. Non, on joue nos cartes. Voilà, on joue nos cartes. De fait, c'est aujourd'hui la France va agir comme grand État sur la scène européenne, si c'est nous qui sommes le commandant. Mais pourquoi faire? C'est pas pour vassaliser tout le monde, c'est pour ouvrir des perspectives dont nous espérons que les autres s'en saisiront. C'est la différence entre Cameron et nous, si vous voulez. Ah oui, alors c'est ça, c'était mon autre exemple. La preuve qu'on peut changer l'Europe comme ça, par la force, c'est qu'après tout, les Anglais l'ont toujours fait. Les Anglais, ils ont toujours eu des petites exceptions exprès pour eux, que l'Europe concédait, parce que bon, très bien. Et bien cette fois, c'est nous à qui il faudra faire des exceptions. Mais nous, ce que Cameron demandait pour l'Angleterre dernièrement, ça n'intéressait que lui. Qui peut se soucier? Quel autre pays d'Europe a intérêt à ce que l'Angleterre puisse sortir de la Cour européenne des droits de l'homme, s'exempter de toute régulation bancaire ou réinstaurer des quotas d'immigration à ses frontières? Personne. C'est un truc pour les Anglais. Mais nous, ce qu'on veut, tout ce que je viens de vous décrire, il y a plein de pays qui pourraient en vouloir y rendre, mais aussi, bien sûr, l'Espagne, la Grèce, le Portugal, etc. Donc, dans notre stratégie, nous, qu'est-ce qu'on fait? On arrive, on désobéit unilatéralement au traité. On fait, oui, j'ai oublié de dire ça. Donc, on fait tout ce qu'on a dit. On s'émancipe des traités européens, on creuse des déficits si on veut. On crée un pôle public bancaire, même si c'est interdit. On refuse des privatisations, et c'est comme ça. Et voilà. Et la réaction, enfin, face à la réaction scrogneux qui nous attend, on dira, eh ben, maintenant, vous faites quoi? Voilà. On le fait. On s'attend à ce qu'au minimum, on nous fasse des petites exemptions pour nous.
Mais on s'attend aussi à ce que d'autres pays disent « Ah, mais en fait, c'est pas si mal, moi aussi j'en voudrais bien de cet arrangement-là ». Et là, on a une situation intéressante où se crée en Europe deux fronts, un front anti-austéritaire et un front austéritaire. D'ailleurs, vous voyez bien que géographiquement, rien n'est joué. Hein. On pourrait imaginer que ça serait sud contre nord. C'est pas si clair. J'étais en Scandinavie la semaine dernière et je peux vous dire que tous les mouvements de gauche en Scandinavie, eh ben, ils sont tout aussi furieux contre les politiques d'austérité. Ils voient leur propre modèle social être détruit à une vitesse quand même inquiétante. Et que donc, quand ils entendent que la France insoumise veut refonder l'Europe de la façon dont je viens de vous expliquer, ils sont très très contents. Donc tout peut bouger, la vie politique n'est pas figée. Une victoire de la France insoumise aux législatives, donc un gouvernement Mélenchon, ça serait un premier point d'appui qui changerait tout. Honnêtement, au niveau du Royaume-Uni, par exemple, je trouve que si on avait gagné, Corbyn il aurait gagné plus facile. Parce que là, il pourrait dire je vais renégocier le Brexit, je vais négocier moi le Brexit avec Mélenchon en face. Et ça aurait commencé à avoir une certaine étoffe. Bon, alors on n'a pas gagné au premier tour de la présidentielle, dommage pour Corbyn, dommage pour nous, mais les législatives arrivent et de toute façon, voilà, le combat continue. Alors, maintenant j'en viens à l'Irlande, etc. Je viens en fait d'en parler. C'est-à-dire qu'en Irlande, en Écosse, notamment, pour penser à ces deux pays-là, si j'ai bien compris, mais on pourra parler de tout ça plus en détail, ben vous êtes pris entre le marteau et l'enclume, en fait, puisque vous êtes pris entre l'isolement, avec un Royaume-Uni complètement taré qui s'inflige à lui-même les pires politiques d'austérité d'Europe, et rester dans l'Europe. Mais rester dans l'Europe, eh ben, c'est le risque de vous faire passer à la moulinette comme les Grecs, etc., etc. Sauf s'il y avait une Europe refondée, justement, dans laquelle, pour le coup, vous pourriez trouver une place sur des termes différents. Et en même temps, pour nous, France Insoumise, c'est extrêmement important de savoir ce que vous voulez. Par exemple, Mélenchon, il avait dit qu'on n'accepterait plus d'élargissement de l'Europe tant qu'on n'aurait pas mis fin aux structures qui créent le moins-disant fiscal. Quand j'ai entendu le SNP, au moment du référendum sur l'indépendance de l'Écosse, le SNP, je suis sûr que j'ai ici des esprits avertis qui savent tous que le SNP est un faux parti de gauche. C'est un parti libéral indépendantiste qui s'est repeint en parti de gauche pour couper l'herbe sous le pied au Labour écossais. Alors, tout d'un coup, quand le SNP expliquait ce qu'ils imaginaient faire pour une Écosse dans l'Europe, on voyait les vraies couleurs revenir en évidence. Puisqu'il disait, c'est facile, on va s'appuyer sur la rente pétrolière, nous ça déjà on n'est pas trop pour, puisqu'on est plutôt écolo, mais surtout, on va baisser le taux d'imposition sur les sociétés à 12% pour attirer les investisseurs. Ah bah non, désolé. Ça, si c'est pour avoir encore un paradis fiscal de plus en Europe, c'est pas possible. Et vis-à-vis de l'Irlande, on a la même difficulté, puisque c'est sûr que l'Irlande aujourd'hui, non seulement vous vous faites sucer le sang par les multinationales et compagnie, mais vous sucez le sang aussi des autres. Enfin, non. Le gouvernement qui vous suce le sang siphonne aussi les ressources fiscales des autres pays d'Europe. Et donc là, il y a quelque chose de fascinant, parce que si nous, on était au pouvoir en Europe, et si nous, on disait c'est fini les paradis fiscaux, c'est fini ces trucs-là, le nouveau contrat pour entrer dans l'Europe, c'est les seuils minimaux sociaux, fiscaux, écologiques, la gauche irlandaise aurait un atout absolument colossal. Elle pourrait dire oui, vous voulez tous être dans l'Union européenne, mais vous voyez bien qu'aujourd'hui, pour ça, c'est pas le programme libéral qui peut s'appliquer. Oui, donc ça changerait tout. Tout d'un coup, la droite irlandaise, qui aujourd'hui, je le devine, se fait passer pour le parti qui peut conserver l'Irlande dans l'Europe, a le beau jeu, parce que de fait, c'est vrai, c'est elle qui fonctionne comme l'Europe fonctionne. Mais si nous, on était au pouvoir, ça changerait tout. Voilà. Donc vous voyez, c'est pour ça que la France Insoumise, effectivement, j'ai un peu l'impression d'être un missionnaire voilà, qui voyage en Europe. En fait, j'oscille toujours entre... C'est un peu un état maniaco-dépressif pour moi, puisque j'oscille entre le désespoir de la défaite et l'euphorie quand même de sentir quelque chose qui pointe. Voilà. Et du coup, bon, voilà, j'arrive partout en disant oui, nous, 19-6 quand même. Et j'ai l'impression voilà, de porter une sorte de bonne nouvelle. Mais par ailleurs, c'est vrai que je suis quand même aussi français, citoyen français. Et c'est vrai que la France, c'est une très grande puissance. Donc c'est sûr que, voilà, on n'est pas du tout nationaliste, contrairement à ce qu'on raconte partout ailleurs. Enfin, partout ailleurs, contrairement à ce qu'on raconte souvent, en tout cas. Mais on a conscience que prendre le pouvoir en France, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est pas prendre le pouvoir en Grèce, parce qu'on a les moyens, après, de nos ambitions et d'être une locomotive pour l'Europe. Et mine de rien, si on change l'Europe, on change le monde. Donc voilà, l'objectif, c'est ça. Voilà, merci. Et maintenant, les questions, les objections, tout ce que vous voulez.
Mais peut-être une bonne idée, si vous êtes dans le fond de la salle, c'est de faire une petite promenade jusqu'à la chaise qui est là pour poser votre question plus près de la caméra. Ou alors déployer tout le monde de standard pour qu'on entende quelque chose. Oui. Est-ce que c'est un petit peu compliqué quand on parle des experts français qui sont en Allemagne, parce qu'on est beaucoup de Français qui travaillent pour les multinationales, financés par le gouvernement irlandais de manière directe ou indirecte. Donc, j'aime beaucoup vos idées sur l'Europe, etc. Mais vous avez ma position personnelle et ma position, on va dire, idéaliste sociétaire. C'est pas évident. Évidemment. Alors, je répète la question pour qu'elle soit bien entendue. Donc, beaucoup de Français résidant en Irlande sont justement expats employés par des multinationales. Et du coup, quand ils se sentent évidemment accusés par ce que je viens de dire, puisque je viens de départ. Voilà, vous êtes donc, c'est une position d'être difficile à tenir, d'être à la fois séduit par les idées que, en l'occurrence, je viens de présenter, et en même temps dans la situation où vous êtes. Mais malheureusement, vous êtes dans la situation de l'immense majorité de l'humanité aujourd'hui. C'est ça la difficulté. Vous savez qu'en fait, à l'origine, c'est ça la définition de l'aliénation selon Marx. Marx raconte que dans une économie agricole ou villageoise, si on veut, il y a une coïncidence naturelle entre l'intérêt particulier et l'intérêt général. Parce que, évidemment, si le champ tout le monde a intérêt à ce que les champs soient en bon état, etc. Et que quand on rentre dans le régime salarial, et bien tout d'un coup, je simplifie, mais l'aliénation, c'est le moment où notre propre intérêt ne coïncide plus avec l'intérêt général. Et donc, on est déchiré. Et de fait, aujourd'hui, on est très nombreux à être déchirés. Et vous, dans la situation où même à la limite, comment dire, moi, je crois que j'ai la chance de faire un job qui est sain. Enseigner à l'université, c'est sain. N'empêche que je fais quand même à l'université de Cambridge, une université qui coûte très cher, voilà, et dont d'ailleurs les financements, dont les fonds sont placés dans plein d'endroits louches. Donc, vous voyez, on est tous touchés par la logique du monde dans lequel on vit. Et je pense que la seule chose à faire, c'est d'assumer en fait cette dissociation. Moi, je ne vais pas vous dire de démissionner, ça serait aberrant. Peut-être que vous pouvez chercher un autre job, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, vous avez un job, c'est déjà pas si facile d'avoir un job. Et en même temps, ça ne vous empêche pas, par ailleurs, de lutter contre l'évasion fiscale et pour le rétablissement d'un taux d'imposition correct sur les sociétés. Voilà. On en est tous là. On est tous là à se battre en dehors de nos jobs, à se battre contre nos propres emplois. Mais il faut quand même se rappeler que quelque part, en ce faisant, on espère construire une société plus juste, et dans laquelle nous-mêmes on sera plus. Pour répondre un petit peu en partie aussi, il y a pas mal d'expats pour cela qui sont moins venus pour le boulot, parce que il y a un peu plus en France dans ces branches-là, qui restent pour le boulot, qui restent pour autre chose, etc. Donc, mais il y en a un paquet qui, au final, à la fin, vont trouver en France. Oui. Et le truc, c'est qu'il y a ces jobs-là en Irlande, mais s'ils ne sont plus là, au final, où est-ce qu'ils sont? Ils sont en France. Ils sont dans le pays. Oui, c'est ça, exactement, vous avez tout à fait raison. L'évasion fiscale, l'optimisation fiscale qui fait que les boîtes viennent en Irlande, ça délocalise les travailleurs français. Quelque part, vous avez été déplacé de la France vers l'Irlande. Au moment de la crise financière, en 2008-2009, alors là, les banquiers qui se sentaient les rois du monde, ils ont pris des sacrés coups dans la tête. J'avais un ami qui bossait, parce que j'ai des amis banquiers, figurez-vous, comme ça, on n'est pas assez clair, et bien il s'est trouvé, lui, à bosser au Kazakhstan. Sa boîte à Londres lui a dit voilà, on a quelqu'un qui a eu la même expérience. Non, je suis du Kazakhstan. Ah, vous êtes du Kazakhstan. Ah oui, alors c'est drôle parce qu'en plus, j'ai beaucoup d'amis du Kazakhstan moi aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était pour lui quand même un choc. Il est à Londres et sa boîte lui dit en fait, t'es viré, sauf si tu veux bien aller bosser dans la filiale au Kazakhstan. Donc bon, c'est vrai, effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais c'est justement exactement ça dont je parlais quand je disais que le précariat, c'était un statut et pas une classe. C'est-à-dire qu'on peut tous, bien sûr, on ne va pas comparer la difficulté de vie ouvrière à la difficulté de vie de cadre humain, mais on sent tous qu'on est en train de se faire manipuler, qu'on n'a plus de pouvoir sur les logiques dans lesquelles on est pris, et c'est ça qui fait qu'on a envie de reprendre ce pouvoir. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais. Oui, donc je voulais revenir sur la refondation de l'Europe pour avoir la même fiscalité dans tous les pays. Comment vous entendez le prendre? C'est-à-dire au début, on va être réunis avec les pays qui sont d'accord avec nous,
Alors, non, Ou non. alors, il y a des pays qui ne sont pas d'accord, des pays qui sont d'accord. Comment ça se passe? Voilà, alors ça, c'est une question très très technique et effectivement compliquée. Parce que dans le monde, ils sont à 12,5%, ils vont participer d'augmenter. C'est ça, ah bah alors ça, on leur laissera pas forcément le choix. Mais ça dépend des... Oui, c'est ça, non, mais ça dépend des situations. Alors il faut bien... Parce que, Sinon, ils seraient en ça ligne. sera du chantage à l'emploi par une multinationale. Exactement, mais alors il faut bien comprendre que tout ça marche ensemble. Puisque nous, par ailleurs, on veut remonter le taux sur la fiscalité, mais on veut aussi que la Banque Centrale Européenne puisse financer des investissements importants dans les pays. Donc, normalement, on doit pouvoir compenser d'une main ce qui se perd de l'autre. C'est-à-dire qu'on récupère le fric des multinationales, mais après, il y a de la redistribution. Donc à la limite, je suis sûr qu'on devrait pouvoir... Alors, moi, je ne connais pas assez bien les ressources de l'Irlande. Je vous dis ça parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans des logiques financières à courte vue où on se dit... en fait, on a l'impression que n'importe quelle entreprise pourrait aller n'importe où et faire n'importe quoi, et bien, finalement, la seule variable qui reste, c'est le facteur coût. Je vois que vous avez quelque chose à ajouter, mais je dis juste pour raisonnement. Ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'est-ce que l'Irlande peut et veut faire. Quels sont, par exemple, vos ressources naturelles? Quels sont les secteurs propres à l'économie irlandaise qu'on peut développer? À un moment, il faut repenser l'économie à partir des spécificités des territoires. Et à ce moment-là, eh ben, que la multinationale soit prise, aille quelque part, mais qu'elle paie ses impôts, et par ailleurs, on a les moyens d'investir dans les économies locales de façon qu'ils soient endogènes et qu'ils soient plus riches. Par ailleurs, j'ajoute juste une dernière chose et après je vous rends la parole. On n'est pas donc, le cas de l'Irlande, c'est particulier parce que l'Irlande, c'est un pays développé où les prix ne sont pas plus bas qu'ailleurs et les salaires non plus, a priori, enfin, par rapport à, je ne sais pas ce qui se passe. Comment dire? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas comparer, par exemple, avec la Roumanie ou avec la Pologne. Et la vraie difficulté, c'est pour des pays comme la Roumanie ou la Pologne. Parce que c'est vrai que ces pays sont rentrés dans l'Europe et c'est l'Europe qui leur a dit votre atout, ce sera la main-d'œuvre pas chère. Bon, c'est ignoble, c'est-à-dire que vraiment l'Europe, en fait, elle est orchestrée la délocalisation. Et on ne va pas laisser ces pays crever. On ne va pas leur dire maintenant, vous mettez le SMIC à 1400 €, ça serait aberrant, c'est pas possible. Et là, il faut, pour le coup, penser quelque chose de progressif pour que la croissance puisse se faire voilà, par étapes. Et n'empêche que même si on augmente un peu en Pologne, même si on augmente un peu en Roumanie, etc., en fait, on donne déjà beaucoup d'air à des pays comme... En fait, on casse la logique qui est en train aujourd'hui de nous détruire. Et bien sûr, de toute façon, la France ou l'Angleterre, ou même l'Irlande aujourd'hui, ont des avantages compétitifs hors coût énormes sur la Roumanie et sur la Pologne, en termes d'infrastructures, etc. Donc voilà, c'est pas la fin du monde si le salaire minimum en Roumanie ou en Pologne reste, pour l'instant, inférieur au salaire minimum en France, tant qu'on initie une trajectoire vertueuse. Alors maintenant, qu'est-ce que vous avez... Non, je veux dire parce que je fais des gens à côté, quand j'ai vécu aussi la récession, parce qu'en Irlande, c'est doublé d'un problème immobilier, parce que les maisons étaient complètement surévaluées, donc ça a éclaté en même temps que la bulle financière. Et ce qui s'est passé, c'est quand on a commencé à aller mieux, du point de vue économique, c'était grâce aux multinationales. Ouais. Parce que, par exemple, ouais. C'est ce qu'on a eu dans les journaux. C'est ce que vous avez eu dans les journaux. Non, je crois pas. Mais c'est ce qu'on a eu dans les journaux, ils disaient que si on comptait que les entreprises irlandaises, par exemple, leur première année, on a commencé à avoir un sort positif, on va dire, on était toujours en récession, mais si on comptait les multinationales, on était au-dessus. Non mais attendez, alors je pense qu'il y a des millions de gens qui ont envie de répondre, je réponds, après je laisse répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, sans doute, c'est ce qui était dit. Non mais bien sûr, mais en un sens très très étroit, c'est vrai. Mais ce que ça ne dit pas, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Et par ailleurs, si on avait fait autrement, peut-être que plus de gens auraient profité d'une reprise, donc finalement, si j'ai bien compris, pas grand monde en profite. Et le problème, c'est qu'il n'y a aucune fin à cette logique. Vous savez qu'en Tunisie, les multinationales payent 0% d'impôts. 0. Et on leur donne les terrains sur lesquels elles s'installent. Et en fait, la seule chose que la Tunisie récupère, c'est le salaire des gens qui bossent dans ces boîtes. Et quand vous pensez que ces salaires, c'est, je ne sais pas quel pourcentage misérable du chiffre d'affaires c'est fait, vous imaginez bien. Il n'y a pas de fin à cette logique. Et par contre, donc là, ce que vous décrivez, c'est les multinationales viennent à pas cher, et au moins,
elle donne du travail, et bon, ben voilà, on récupère la TVA sur la consommation. C'est ça le modèle. C'est ça qui nous est vendu par Bien le sûr, gouvernement irlandais. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous dites que les entreprises irlandaises, en revanche, par elles-mêmes, n'auraient pas pu faire leur prix. Mais bien sûr, non, mais c'est vrai, c'est la vérité, mais il faut comprendre les causes de cette vérité. Pourquoi les entreprises irlandaises n'ont pas pu se développer? Parce que justement, l'État n'avait pas de sous pour investir, soutenir ces entreprises. Et s'il n'avait pas de sous, c'est pourquoi? C'est parce qu'il allait casser sa fiscalité pour faire des tapis rouges multinationales. Voilà, donc à un moment, il faut réinitier un cercle vertueux. Alors, on fait rapidement un petit tour de parole. Donc moi, je suis d'accord sur le fait que oui, les entreprises ont aidé un peu à développer l'économie irlandaise, mais qu'à côté de ça, l'USI, par exemple, on a toujours été en place pour la crise, on a rajouté une taxe qui s'appelle l'Universal Social Charge, mais ça a été rajouté à ce moment-là. Alors maintenant, on dit que ça va mieux parce que les entreprises sont venues et on a fait le marché de l'emploi, mais on paye toujours la taxe. Mais si ça va mieux, la taxe sur les entreprises, par exemple, et taxer plus les entreprises pour le fait que les gens le payent. Mais c'est là où je trouve que dire que les entreprises ont tout sauvé, c'est un petit peu limité. Oui, je pense que c'est un choix du gouvernement. D'abord, monsieur, derrière, je suis devant et ensuite vous devant. Oui, c'est juste qu'en fait, moi ça me fait tout un petit peu rêver parce que je travaille dans une multinationale. Donc j'ai tendance à dire ce que ça a apporté du boulot. Oui, mais ça a apporté du boulot pour les femmes. Bah oui. Ça n'a pas apporté du boulot aux Irlandais. Sauf dans la mesure où après vous allez boire un verre au café et consommer. Je suis aussi manager irlandaise, etc. Mais je sais que par exemple, il y a on impose aux multinationales un minimum de 20% d'employés irlandais. Quelque chose comme ça. C'est tout ce qu'on leur impose. C'est plutôt 80% là, parce que c'est le marché irlandais, enfin. Ah oui, c'est l'entreprise irlandaise, c'est une entreprise indienne. D'accord. Mais c'est ce marché irlandais et c'est l'entreprise est une bonne mentalité dans le sens où il n'y a pas de discrimination envers les étrangers. Donc il y a aussi beaucoup d'étrangers, mais la majorité quand même énormément irlandaise. Sur le marché irlandais. Alors attendez, là j'ai un peu peur que la conversation soit complètement perdue pour les gens qui vous entendent parce que vous êtes trop loin. Est-ce que vous pouvez vous approcher et venir, je suis désolé, je crois que vous n'avez pas besoin d'apparaître dans la caméra si vous n'avez pas envie, vous pouvez vous asseoir là ou quoi, mais sinon on n'entendra rien. Non, c'est juste en fait, pour les multinationales en tout cas, que moi je connais, etc., que d'autres aussi, c'est les multinationales, entre guillemets, étrangères, mais qui travaillent sur le marché européen. Parfois un peu plus qu'européen. En gros, il y a un minimum de 20% d'employés irlandais. Les impôts qui sont normalement à 12%, on ne sait pas trop, mais apparemment il y a eu des accords comme Luxembourg. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Sur ce quoi Le nom de l'accord technique. Oui, rescrit peut-être. Bon, on s'en fout. Et au final, les entreprises ne payent pas tant d'impôts que ça. Par contre, nous, on les paye, nos impôts. Il n'y a pas de problème. Et ce qu'on amène à l'Irlande, c'est principalement de la consommation. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a des bons salaires, donc on consomme. Mais en termes d'investissement, il n'y a pas des masses d'argent qui revient à l'État, qui l'empêche d'investir dans beaucoup de choses, dans les routes, dans les transports, dans la santé, tout ça. Les hôpitaux qui sont gérés par les bonnes sœurs. Alors, maintenant, il faut que tu viennes aussi. Si vous voulez, à la limite, c'est plus vivant pour les gens qui nous écoutent si vous venez, mais si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé. En fait, moi, je voulais juste montrer le point aussi que l'Irlande, pour moi, c'est le bon exemple en fait des gros problèmes sociaux qu'on a, puisque l'Irlande, pendant la crise, justement, n'a pas augmenté les taxes. Elles sont restées à 12,5%. Donald Trump était en train de chanter la dernière fois, oh, bravo l'Irlande, ils ont su résister à ça. Et par là-dessus, comme on le disait, il y a eu l'USC, mais après il y a eu le Water Charge, il y a eu le Property Charge. Et en fait, le peuple irlandais et nous, en tant qu'expatriés, on s'est fait massacrer en fait. Également, les hôpitaux, il y a des gens qui sont sur liste d'attente pendant 1 an et demi pour des scolioses, et on avait vu un programme sur RTI où des enfants qui avaient des petites scolioses, ils se retrouvent après, ils sont handicapés à vie, et moi ça m'a révolté de voir des choses comme ça.
pour moi, le gros problème, c'est la pauvreté, en fait. Exactement. Voilà, on ne peut pas se contenter, il faut même imaginer les profits faramineux que ces multinationales retirent de l'exploitation qu'ils font subir au peuple irlandais. Donc ça ne peut pas, bien sûr c'est vrai, on peut vivre dans une société féodale. On peut dire oui, mais c'est vrai, mon maître il est un petit peu violent, mais n'empêche qu'il me donne quand même une banane le soir, on est couché. Mais bon, on est grand quand même, on est des citoyens d'Europe, de grands pays démocratiques, on ne peut pas se contenter de ça. Il doit y avoir un moyen de construire quelque chose qui soit plus vertueux et plus juste. Alors, hop, il faut redire. Moi, je ne travaille pas pour une multinationale. Assieds-toi. Je ne travaille pas pour une multinationale, je suis paysanne. Mais, donc, ce qui se passe, c'est que hors de The Pale, eh ben, la crise... The Pale, c'était donc Dublin et ce qui était autour, c'était le pays civilisé au moment de la colonie. Et The Pale, c'est des visages pâles, c'est ça? Non. Si, c'est c'était des juste, visages pâles. c'était juste, oui, tu pouvais dire. C'est le mur. C'était... Ah, c'est les murs. C'était au-delà, ça faisait peur parce qu'il y avait plus d'autochtones, que la population était difficilement mise à plat, tandis que dans le Pale, autour de Dublin, il y avait les riches et c'était civilisé. Et donc on a un peu une situation qui est revenue comme ça depuis 2008, c'est-à-dire que maintenant, à Dublin, on a l'impression que tout va bien et qu'il y a énormément d'expatriés qui ont de l'argent, qui ont des beaux salaires. On est en train de mettre énormément de gens à la rue, tout le temps, qui sont mis dans des hôtels. Et hors de Dublin, à part effectivement Galway, Limerick, Cork, où il y a aussi des multinationales, et bien pour les gens, ils n'ont pas vu. C'est-à-dire que le dernier slogan de Fine Gael, Let the Keep the Recovery Going, nous on n'a pas vu la recovery. Hein, c'est un mythe. Et c'est un mythe, et le truc, ce que je peux dire pour les gens qui travaillent pour les multinationales, c'est-à-dire que effectivement, on n'a pas envie de changer le monde parce qu'on dit on a ce truc, on n'a pas envie de perdre son boulot. Mais le boulot, il va peut-être perdu de toute façon. C'est-à-dire que ce n'est pas des trucs qui sont sustainable. Ce n'est pas des systèmes pérennes du tout. Quoi. Merci. Donc, voilà. Alors, donc, encore une fois, si vous voulez parler, même approchez-vous pour attendez, on va faire. C'est le but, vous n'êtes pas obligé d'apparaître, mais regarde, je vous mets une chaise, c'est vraiment tout près de la caméra parce que je crois que le micro prend très très mal. Enfin, j'en sais rien, j'ai peur de ça. En fait, j'ai passé toute ma tournée en Scandinavie à générer du matériel vidéo qui s'est révélé totalement inexploitable. Bon, je suis un petit peu parano. Alors, bon, je l'écoute. Mais je ne travaille pas non plus pour une multinationale et je voulais juste confirmer ce que vous disiez. Et même sur le fait qu'il y a de la richesse à Dublin. Moi, je travaille pour une organisation qui travaille en prison. Et donc en prison, on voit tous les dysfonctionnements de la société vraiment très mis en valeur. Et il y a une misère aussi très importante à Dublin. Et on a vu les gens vraiment s'appauvrir. Donc il y a peut-être en effet une infime partie de la population qui s'en sort. Mais pour le reste, c'est les gens qui n'ont pas de logement, les gens qui n'ont pas accès aux soins, des problèmes aussi liés à l'éducation, à l'accès à l'éducation, voilà. Donc non, je ne sais pas qui s'est enrichi. Il y a une soupe populaire tous les soirs à Dublin. Alors monsieur. You're a militant, so you're happy to sit face to the camera, no? No, I'm going to sit here. Can you at least just sit there, just so that, because I want people to be close to the camera, otherwise I'm afraid the sound will not go across. Because we're live. Pour changer de sujet un petit peu, je veux discuter votre programme. Moi, c'était une bonne mémoire de voir un copain français, un camarade français venir en Irlande parce qu'on a eu Sarkozy, on a eu Hollande, on a eu certains gens de Bruxelles, etc. Et j'ai une très bonne mémoire quand les camarades du Parti de gauche nous ont aidés pendant le référendum sur le traité de Lisbonne. Mélenchon était là, Raquel Garrido était là, Pierre de la Pierre était là, et ils nous ont aidés, on était ensemble avec les camarades ici. Et c'était important de voir la solidarité française. Mais j'ai une question. Pour nous, à part l'économie, à part la crise de logement,
il y a un autre problème essentiel en Irlande à ce moment-là, que le gouvernement a permis, le gouvernement des États-Unis, d'utiliser l'aéroport de Shannon comme une base militaire. Okay. Il y a à peu près, notre estimation, c'est à peu près 3 millions de soldats américains qui ont passé de l'aéroport de Shannon en allant où il y avait la guerre ou en retournant. Okay? Et aujourd'hui, ça se continue avec ce qui se passe en Arabie Saoudite, au Yémen, ce qui se passe en Syrie, etc. Vous avez parlé de l'écologie de votre programme, vous avez parlé de la financement. Je n'ai pas entendu, peut-être hier, peut-être je ne le connais pas, je n'ai pas entendu votre attitude sur la politique des affaires étrangères de la France. Alors ça, parce que la France, pour moi, c'est un pays impérialiste. J'aime le français, j'ai habité en France pour 9 ans, mais c'est un pays impérialiste, c'est bas contre les gens. Donc, je n'ai pas entendu votre point de vue. Très bien. Ok, et je vais écouter un peu votre position. Volontiers. Surtout que c'est un des aspects les plus travaillés du programme. Et en fait, ça a été mis très, très, très au cœur de la campagne. Plus la campagne avançait, plus Mélenchon parlait de géopolitique, et notamment des États-Unis d'Amérique. Donc, alors, il faut résumer quelque chose de très complexe. Nous, on est... on commence par les mesures précises. Alors, on parle de l'ensemble. Pour Mélenchon, le constat de départ, c'est que les États-Unis sont aujourd'hui la puissance la plus dangereuse. Pour la raison simple qu'elle est la plus puissante. Enfin, vous savez tous que le budget militaire américain est égal à tous les autres budgets militaires du monde réunis. Voilà. Alors, par rapport au budget militaire américain, le budget militaire russe, c'est quelque chose qui prête à sourire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aime Poutine, à la limite, on s'en fiche de Poutine. Mais si on mesure la dangerosité des gens, on compte d'abord combien de canons ils ont. Deuxièmement, l'autre raison pour laquelle les États-Unis sont une puissance dangereuse, c'est que c'est une économie extrêmement fragilisée, notamment du fait de sa dépendance à l'émission constante de dollars qu'elle doit ensuite faire avaler à tous les autres pays du monde. Et donc il est essentiel pour les États-Unis que le dollar reste la monnaie de réserve, ce qui est quelque chose qui est de plus en plus contesté par la Chine et par les BRICS de façon plus large. Et donc c'est aussi ça qui explique pourquoi les États-Unis placent leurs pions. En ce moment, il y a un déploiement de forces des États-Unis via l'OTAN. Vous savez que l'OTAN noue des partenariats avec un très grand nombre d'autres pays du monde. Donc aujourd'hui, l'OTAN, ça couvre, je ne sais pas, ça doit être les 2/3 de la planète à peu près. Et l'OTAN, c'est les États-Unis. Et tout ça, c'est quand même des stratégies de conquête d'un État qui a peur de perdre sa suprématie économique. Et nous, on n'est pas pour faire la guerre aux États-Unis. D'ailleurs, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile à imaginer, mais on est pour contester cette suprématie dangereuse. Donc la première chose que ça suppose, c'est bien sûr sortir de l'OTAN. Ah oui, en plus, une autre raison pour laquelle les États-Unis sont dangereux, c'est qu'ils ne sont pas très malins. Voilà. Ils font des interventions militaires partout, et honnêtement, il y a des livres qui sont écrits sur ça, c'est absolument affolant, sur le genre de evidence, le genre d'analyse sur lesquels les États-Unis s'appuyaient quand ils sont allés en Irak. C'est incroyable. On croirait les devoirs de deuxième année d'étudiants de Sciences Po, c'est complètement fou. Et je vous raconte une anecdote, je peux pas arrêter. Là, vous savez que la CIA a déclassifié les archives sur les tentatives d'assassinat envers Fidel Castro. C'est un collègue américain à Cambridge qui travaille sur ça. Alors, il n'est pas du tout de gauche, donc c'est pas, je ne vais pas commencer à vous faire l'éloge de Castro ou quoi, c'est absolument pas la question. Mais il en racontait une qui était particulièrement incroyable. C'était le Second Coming, Operation Second Coming, l'opération Retour du Christ. Et la théorie, voilà, digne d'un bachelier de bas de gamme, c'était il faut que les Cubains renversent Castro. Qu'est-ce qui pourrait les motiver à renverser Castro? Les Cubains sont un peuple arriéré, superstitieux, bigot, et Castro est un leader communiste athée. Si donc on fait croire aux paysans cubains que le Christ est sur le point de revenir, terrorisés à l'idée d'être jugés alors qu'ils sont sous la coupe d'un dirigeant athée, ils se soulèveront et renverseront Fidel Castro. Et donc, véridique, les États-Unis ont mis 250 navires de guerre sur la ligne d'horizon et ont fait péter des feux d'artifice par milliers en se disant que le Technicolor convaincrait les paysans cubains que Christ revenait. C'est quand même fabuleux, quoi. Bon.
Ah, bah, quand tu vois, non, parce que Castro est toujours vivant encore après. Et donc, ça n'a pas marché. Donc voilà, il y a aussi le problème de déjà la volonté de puissance américaine, qui est un fait, et la façon complètement erratique dont les États-Unis mobilisent leur puissance. Et puis, dans le genre pays impérialiste, c'est drôle, quand on parle d'impérialisme, c'est ma mère qui dit tu devrais pas parler d'impérialisme pour les Américains, c'est quand même impropre. Ils ont colonisé des pays d'Amérique latine et les Philippines de façon tout à fait officielle et concrète. Et la croyance américaine dans leur manifeste destiny, c'est un truc vraiment tout à fait documenté. Bref, donc en plus, aujourd'hui, déjà, moi, quand Trump a été élu, j'ai parlé de l'effet Dorian Gray. Parce que c'est vrai que le beau visage de Barack Obama, qui était quand même un homme d'un grand charisme, ça masquait un peu la réalité de ce qu'étaient les États-Unis d'Amérique. Alors on arrache. Donc Dorian Gray, Barack Obama, c'était Dorian Gray, et puis un jour on rentre dans le grenier et on voit le portrait, et là c'est Donald Trump. Et donc normalement, ça devrait quand même nous aider à faire comprendre aux gens que bah non, les États-Unis, c'est pas si bien. Surtout que le changement climatique, c'est une urgence pour demain. Vous savez qu'au rythme où on va de consommation, d'émissions de CO2, il y en a pour 12 ans, avant qu'on atteigne les 2% de réchauffement qui sont la cote d'alerte. Donc quand Trump dit que les accords de Paris, il n'en a rien à faire, c'est pas acceptable. On ne peut pas juste dire d'un côté, oh, c'est dommage le changement climatique, oh, c'est dommage la mauvaise volonté américaine, mais on n'y peut rien, on continue. Donc il faut se poser la question, comment on agit contre les États-Unis d'Amérique? Comment on fait pression sur les États-Unis d'Amérique? Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on cesse d'être inféodé à eux militairement. Donc on sort de l'OTAN. Mais il y a des choses plus précises que ça. Par exemple, là il y a des ambiguïtés incroyables qui se jouent en Europe. On nous parle de défense européenne. Et beaucoup de candidats à la présidentielle en France ont dit, face à Trump et à Poutine, il faut développer une défense européenne. Comme si leur idée c'était d'être équidistant entre Trump et Poutine. Et c'est complètement du baratin. Parce que 22 des 27 pays membres de l'Union européenne sont dans l'OTAN. Donc une défense européenne aujourd'hui, c'est une défense américaine, point final. Et c'est plus subtil que ça. Tout l'équipement militaire européen et français est gavé de logiciels américains. On n'est pas indépendant militairement quand son propre matériel est en fait sous le contrôle quelque part des États-Unis d'Amérique. Donc il y a une réflexion militaire à avoir pour commencer. Ensuite, j'en viens sur les pulsions impérialistes propres à la France, parce que c'est vrai qu'elles existent, alors ça c'est absolument indéniable. Nous, on est pour le droit international, en toute chose. Et on est donc contre toute intervention unilatérale, et en fait on pense que tout doit passer par le but, toujours tout. Voilà. Et donc, ça veut dire non au FMI. Vous savez que le FMI, c'est une organisation censitaire. C'est-à-dire que le droit de vote au FMI est proportionnel à la somme d'argent qu'un pays verse au budget du FMI. Donc, si les chiffres sont exacts, les États-Unis ont 17% des voix au FMI. Voilà. L'OMC, c'est pareil. Les G7 et les G20, alors c'est carrément génial, puisque c'est tout simplement les pays les plus riches du monde qui ont dit on va faire un petit club. Enfin, c'est quand même affolant. Donc, la France sort de tout ça et revient dans l'ONU. Et fait pression, elle, en disant attendez, on ne peut pas vous passer à côté, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a l'arme nucléaire, on a un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, on est la 5e puissance militaire mondiale, je crois. Et bien, donc, c'est difficile quand même de faire comme si on n'existait pas. Et si vous voulez parler avec nous, c'est à l'ONU. L'ONU aussi est imparfaite, hein, mais c'est quand même la meilleure base de travail aujourd'hui pour faire les choses. Voilà, ça c'est la géopolitique de Mélenchon. Après, sur les aspects plus précis, très importants du point de vue de l'impérialisme français, on est pour l'abolition du franc CFA. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, mais le franc CFA, c'est le franc qui est utilisé par les anciens pays coloniaux en Afrique, qui est indexé sur l'euro aujourd'hui, qui est avant sur le franc. Et c'est en fait de la façon dont la France tient à la gorge, si vous voulez, la Côte d'Ivoire et d'autres pays dans ce genre-là. Et on est aussi pour la suspension des accords de libre-échange de si mal nommés entre l'Union européenne et beaucoup de pays d'Afrique qui en fait ont détruit les agricultures locales, voilà, pour les politiques de partenariat. Donc pour le coup, honnêtement, bon, j'ai déjà parlé un peu longuement, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais c'est vraiment très approfondi cet aspect-là du programme. Et il y a je pourrais vous en dire tant. Allez, je vous dis une dernière chose. Oui, ça c'est important. Allez, ça va que ça me permet de dire une chose qui est souvent, qui échappe souvent et qui n'est pas souvent mise en avant dans le programme d'Avenir en commun. L'Avenir en commun s'appuie sur l'État pour mettre au pas les puissances d'argent. Mais l'Avenir en commun s'appuie sur le peuple pour contrôler l'État. J'ai parlé de la 6e République.
mais ça a des aspects beaucoup plus précis. Par exemple, je peux vous dire pourquoi on est pour le rétablissement du service militaire. Pourquoi on est pour le rétablissement du service militaire? Est-ce que c'est parce qu'on a un vieux machin, Troisième République, juste tous en armes, on fait le petit tour de la cour? Pas du tout. C'est pas du tout pour ça. C'est parce que en 2013, Jean-Luc Mélenchon a fait un colloque sur les questions de défense, qui est en ligne, tout est en ligne, et c'est passionnant, je vous conseille vraiment de tout écouter. Et il ouvre ce colloque en disant « La gauche doit apprendre à poser des questions de défense, parce qu'elle oscille entre un pacifisme PA et une idéalisation de la guérilla. Et dans un cas comme dans l'autre, les questions de défense ne restent pas posées. » Et il invite des chercheurs, mais aussi des hauts gradés, des militaires à la retraite, parce que s'ils ne sont pas à la retraite, ils sont tenus au devoir de la réserve, qui viennent s'exprimer. Et il y en a un que j'adore, un grand visage, un gaulliste de droite, visiblement, qui commence en disant « Lorsque j'ai dit à ma femme que je vous rendais visite, elle a aussitôt pris son chapelet, qu'elle égrène sans cesse. » Et après, c'est cet homme de droite gaulliste qui dit que le conflit aujourd'hui n'est plus entre territoires, mais entre les démocraties et le capitalisme transnational. Et il prend comme exemple de ça quelque chose qui devrait nous faire tilt alors qu'on parle justement tout le temps d'Europe de la défense. Il dit qu'à l'Union européenne, il y a une agence qui s'appelle l'Agence de défense européenne, en anglais European Defense Agency. On ne sait pas à quoi ça sert, puisqu'il n'y a pas d'armée européenne. Mais ils ont, alors vous savez qu'ils poussent pour faire leur armée. Voilà, exactement. En attendant, ils ont déjà le commandement intégré. Bon. Et cette agence de défense européenne fait des simulations, ce qu'on appelle en anglais des war games. C'est simplement des réflexions théoriques sur ce qu'on ferait dans tel ou tel scénario. Et en novembre 2013, ils ont fait une simulation, ce qui portait sur l'écrasement militaire de l'approfondissement des troubles sociaux provoqués par la crise économique. Vous imaginez ça? Donc il y a des gens, c'est un truc de fou. À chaque fois que la police intervient dans l'intérieur, à chaque fois que l'armée intervient dans des affaires intérieures, ça veut dire que vous avez fait un pas vers la dictature. Normalement, c'est la police à l'intérieur, l'armée à l'extérieur. Et là, c'est l'agence de défense européenne qui est prête à penser l'intervention de l'armée contre les peuples européens en lutte. Et c'est ce général qui dit comment lutter face à ça en réintroduisant le service militaire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais avoir une armée qui soit 100% une armée de métier. Parce qu'un soldat de métier fera ce que lui dit de faire celui qui le paye. Et que donc dans une armée, il doit toujours y avoir une masse critique de personnes qui n'est pas un militaire de métier et qui, si un jour on lui dit tire sur la foule, dira non. Et il prenait un exemple qui était très éclairant sur ça, en comparant le comportement des armées françaises et américaines en Afghanistan. Et il disait que les armées américaines s'étaient comportées de façon absolument ignoble, pliant, violent, etc. Et l'armée française s'était bien comportée. Ce n'est pas parce que nous sommes si raffinés et si délicats, c'est parce que 25% du contingent français est d'origine américaine. Et que donc dans un pays musulman, quand il s'agissait de dire tous à la mosquée pour arracher les voiles et brutaliser les femmes, il y avait 25% des gens pour dire non. Et en fait, 25%, sociologiquement, c'est une masse critique. Voilà, si vous avez 4 personnes et qu'il y en a une qui dit non, les autres, ça les contrôle. Ouais, donc c'est ça, donc c'est très très important toutes ces questions-là. Voilà, j'ai été très long, mais je trouve que c'est fascinant de se rendre compte qu'il y a aussi toute cette réflexion sur comment on fait que l'État aussi ne peut pas nous écraser. Okay. I hope there was a satisfactory answer to the question. Thank you. Alors, unless you want to show, I think if you want, because you're also an activist or a militant. Oui, je suis enseignant. Donc, donc tu ne veux pas te faire, tu ne veux pas être vu. Parce que nous sommes en live, en fait. Si tu veux bien, je trouve que c'est plus sympa pour les gens qui nous regardent et s'ils voient tout là. Yeah. Bravo. Dans le cadre. Bien sûr. Non, ça va. C'est bon, je vois sur l'écran en bas. Je vois sur l'écran de l'ordinateur. Oui, Irlande, we'd say in Party Fisco, mais si tu allais dans la rue et demander à quelqu'un, il y a presque personne qui accepte ça, parce que la propagande ici, c'est très fort. Mais l'histoire est que quand on était sous l'impérial britannique, l'industrialisation était complètement interdite. Et le but pour les Britanniques était que l'Irlande fait le manger, la nourriture pour l'industrialisation en Angleterre. Et après notre indépendance, on n'a pas reçu de faire de l'industrialisation non plus. Et il y avait de l'immigration d'Irlande, toujours. Et ça veut dire que le pays était petit et pas développé. Et jusqu'à le commencement des années 90, le pays était un peu plus pauvre. C'est donc la dernière carte qu'il a jouée avec le commencement de
mondialisation était de baisser l'impôt. Et voilà, on a fait le tigre celtique. Et on a eu ça pendant 20 ans. Et est-ce qu'on est dépendant pour ça maintenant? Un peu, oui, c'est sûr, mais peut-être c'est temps pour arrêter ça et donner la chance à le Roumanie ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais je vous dis que l'histoire est que c'est pourquoi il n'y a pas beaucoup de monde ici qui accepte qu'on va monter l'impôt. Et surtout à cause de l'immigration, toujours, la population ici, ça devrait être peut-être 10 millions ou 15 millions ou quelque chose. Mais les gens qui sont restés, ils avaient la terre, ils étaient un peu conservatifs. Et c'est la raison que la gauche n'a jamais vraiment être bon ici. On est en la chose ça. Et une chose aussi, avec la question sur l'euro, j'ai entendu l'enseignant dire que c'est l'euro qui est le premier problème. Parce que l'euro, c'est comme la marque allemand aujourd'hui. Et ça fait parce que les Allemands ont passé le salaire là-bas très, très bas. Il n'y a pas d'autre pays qui peut faire la concurrence avec l'Allemand. Donc, il faut que peut-être la France, l'Italie, l'Espagne fassent une autre euro pour jouer avec le coût d'échange et faire la concurrence. Mais je ne sais pas si les Irlandais veulent arrêter avec l'euro parce que c'est lié avec les entreprises américaines et qui fait le grand export ici. Ok. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, ça c'est très très intéressant. D'abord, il ne faut pas. Non. Par là, c'est ça. Parce que je vois l'écran de l'ordinateur, mais là, je n'apparais plus. Parfait, maintenant. Bien sûr. Est-ce que sur l'écran? Non. Là, ça va? Ok. Alors, parce que, on peut regarder si l'écran fonctionne bien. Ça fonctionne bien, il y a un délai. Ah, d'accord, il y a un délai. Ah, très bien. Ok, donc il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et d'abord, c'est vrai que moi, je comprends parfaitement que pour les Irlandais, il y a quelque chose de terrifiant à l'idée de revenir en arrière. Et c'est la même chose pour les Grecs. Alors les Grecs, ils ont quand même voté Ochi. Bon, mais il y avait quand même beaucoup de Grecs, ça a divisé le pays. Et beaucoup de Grecs étaient terrifiés à l'idée de sortir de l'euro et de l'Europe, parce que ça voulait dire quoi? Ça voulait dire redevenir un pays du tiers-monde quasiment dans les Balkans. Et en plus, les Balkans, en ce moment, c'est pas facile. Donc, forcément, il y a quelque chose d'absolument terrible. Et c'est vrai que quelque part, on ne peut pas s'attendre à ce que l'Irlande ou les Irlandais prennent eux-mêmes la décision de s'asphyxier fiscalement, tant qu'ils n'ont pas un autre modèle. Et c'est pour ça qu'il faut que c'est justement pour ça qu'il faut que deux choses se mettent en place en même temps. D'abord, c'est l'Europe qui, un jour ou l'autre, va les y contraindre, parce qu'on ne va pas passer notre vie avec des paradis fiscaux qui pompent l'argent de tout le monde. Mais du coup, l'Europe doit aussi avoir un modèle, quelque chose d'autre à proposer, un modèle de développement alternatif et soutenir l'Irlande. On ne va pas juste leur dire maintenant vous crevez, sinon évidemment c'est impossible. Et j'ai l'impression que comme en Irlande aujourd'hui, on comprend quand même que ce mécanisme qui a enrichi à un moment est maintenant en train d'appauvrir et d'étrangler, il peut y avoir un désir en Irlande d'autre chose, et donc s'ils rencontrent en Europe un projet différent, on peut avoir une sortie par le haut. Parce que sinon, d'une façon ou d'une autre, c'est vrai que les choses vont être compliquées. Sur l'euro, ça c'est très très intéressant. Je vous raconte une chose, peut-être que vous savez tous ça par cœur, mais quand j'ai découvert ça, moi ça m'a beaucoup éclairé. On ne peut pas avoir une zone monétaire sans transfert de richesse. Je m'explique. Si vous avez deux pays qui n'ont pas la même monnaie, ils commercent, forcément il y en a un qui va commercer, qui va avoir un excédent commercial et l'autre un déficit commercial. Quand un pays est en excédent commercial, celui qui vend plus, sa monnaie s'apprécie. Parce que pour lui acheter ses produits, il faut avoir de sa monnaie. Donc tout le monde veut, disons, du marque. Alors le marque monte et l'Allemagne fait du profit. Pendant ce temps-là, l'autre pays, disons la Grèce, et la monnaie baisse et le déficit commercial se creuse. Mais évidemment, au bout d'un moment, le marque devient si cher qu'on n'achète plus de produits allemands. Du coup, la monnaie, une fois que la monnaie est trop haute, ça empêche le commerce, ce qui fait que le commerce redescend, etc. Donc normalement, les fluctuations du commerce
sont compensés par les fluctuations du cours du change. Et normalement, théoriquement, ça se remet à peu près à l'équilibre. Mais évidemment, si vous avez deux pays qui commercent et qui ont la même monnaie, les cours du change ne peuvent plus venir compenser les déficits commerciaux. Donc ils ne peuvent plus se résorber. Sans compter qu'évidemment, le pays qui est en excédent commercial, eh bien, avec ses excédents, il peut investir, se développer, devenir de plus en plus compétitif. Donc quand on est dans une zone où il y a la même monnaie, la seule façon de rééquilibrer un déficit commercial, c'est de transférer purement et simplement du fric. Donc on ne peut pas, c'est tout simplement techniquement impossible d'avoir une zone monétairement intégrée sans transfert de richesse. Et en fait, vous le savez tous, parce que par exemple en France, il y a des transferts de richesse quotidiens de l'Île-de-France vers la Drôme, de la Somme, vers etc., etc. Ça se fait tout le temps. Aux États-Unis, il y a des transferts d'argent très importants entre les différents États, médiés par le gouvernement central. Il n'existe pas une seule zone monétaire sans transfert de richesse pour la bonne raison que ce serait impossible. Donc vous imaginez bien le délire dans lequel on est en Europe. Alors de fait, il y a deux solutions. Soit on sort de l'euro et du coup les cours de change peuvent rattraper les différences commerciales, soit on organise des transferts de richesse. Et nous, on est plutôt pour rester dans l'euro et organiser les transferts de richesse, parce que le modèle que je vous ai décrit tout à l'heure, où les dévaluations viennent gentiment compenser les déficits commerciaux, en réalité, c'est pas si simple. Il y a des économistes qui font des projections sur l'après l'euro, et ils disent telle monnaie va se dévaluer de temps, et telle autre de temps, et telle autre de temps, comme si c'était un processus totalement automatique où la monnaie s'ajustait sur le jeu des économies. Mais en fait, que vous pouvez anticiper, une course à la dévaluation effrénée entre tous les pays qui essayent de triompher à l'export, etc., et donc un chaos sans but. Et finalement, quelque chose qui ressemblerait quand même à un effondrement généralisé. Alors que les transferts de richesse, c'est parfait. Voilà. Ça veut dire qu'on commence justement à organiser le développement. Voilà. C'est ça l'avenir. La seule complication dans tout ça, c'est que nous, vous voyez, on accepte les transferts de richesse entre les régions françaises et les Américains acceptent les transferts de richesse entre les États américains. Pourquoi? D'abord, si ça se trouve, ils ne sont même pas au courant, ils ne se posent même pas la question. Mais c'est parce que justement, ils se sentent faire partie d'un même pays. Voilà. Et quelque part, le fait de consentir au transfert de richesse, c'est peut-être un des critères où l'on reconnaît le sentiment d'appartenance à un peuple. Et quand on voit les Allemands qui disent « Oh, on ne va pas payer pour tout le reste », eh bien, ça fait se poser une sacrée question sur est-ce qu'ils se sentent européens ou pas. Parce qu'aujourd'hui, européen, ça veut un peu tout et rien dire. Moi, j'ai décidé, par exemple, clairement, que n'importe qui me dit qu'on a bien fait de faire les politiques qu'on a fait en Grèce, ou en Irlande, ou au Portugal, et qui se dit européiste, eh bien, je dis, il est fou. Voilà. C'est une dissonance cognitive délirante. On ne peut pas dire je t'aime parce que je te tue, je t'étrangle. Non, ça ne colle pas. Donc aujourd'hui, c'est un argument très fort à dire aux gens. C'est dire, tu es pour l'Europe, très bien, donc tu es pour les transferts monétaires. Parce que, au moins, tu es pour l'euro. Tu es pour l'euro, donc tu es pour les transferts monétaires. Sinon, tu es confus dans ta tête. Quoi. Merci. Alors, est-ce que vous voulez bien faire le... Ah, ok, J'ai une question très pratique. Est-ce que vous avez des intentions concrètes pour développer France Insoumis comme un mouvement politique capable d'organiser les jeunes et la classe ouvrière pour se défendre contre les attaques de Macron et son politique néolibérale, construire une alternative radicale de gauche au FN et le populisme de Macron? Nous avons une excellente stratégie, nous allons les laisser faire. J'exagère un petit peu, mais c'est ça l'idée, puisque justement pour l'instant ce qui s'est passé, c'est exactement ça, c'est que chacun a fait son truc. Après, bien sûr, c'est très important, je pense que toutes les personnes ici qui sont militantes ou activistes savent que c'est beaucoup plus facile de créer une dynamique quand il y a un objectif précis. Alors l'élection présidentielle à la française, ça a bien des travers, d'ailleurs on est pour sortir de la 5e République, mais en même temps, quand on a en plus un porte-parole quand même, moi je trouve assez remarquable comme Mélenchon, ça a aussi des travers, alors voilà, la personnalisation, etc., bon, n'empêche que avoir une échéance fondamentale et une figure aussi forte, eh ben, c'est sûr que ça polarise, voilà, ça crée plein de trucs. Maintenant, il faut voir comment ça continue à vivre hors échéance. Mais j'ai bon espoir, d'abord parce qu'on a quand même construit énormément d'outils, ne serait-ce que dans la mise en réseau, voilà des choses concrètes. Et aussi, j'ai quand même vu un peu sur le terrain la France Insoumise, par exemple, à Marseille, et
j'ai vu que les liens sont là. Par exemple, justement, entre les chercheurs, les syndicalistes et les minorités. Je ne sais pas si le monsieur qui vient de partir qui parlait des minorités. Donc je pense que les connexions sont faites. Après, de toute façon, je pense encore une autre chose que tout le monde sait s'il a fait partie d'un parti politique, c'est qu'on peut mettre tout en œuvre pour accompagner une dynamique populaire, mais on ne peut pas inventer une dynamique populaire. Voilà. Soit c'est là, soit c'est pas là. Et là, je pense qu'il y a quelque chose. Je pense que ça va continuer à vivre. Et donc nous, notre but, ça sera de toujours fournir les cadres, les outils, et puis quand même la représentation politique. Par exemple, même après les législatives, je ne sais pas comment ça va se passer les législatives. Tout est possible, tout est possible. Je suis à la télé, donc je ne devrais pas vous dire si je me sentais pessimiste, je ne vous le dirais pas. Mais tout est possible, mais bon. Mais en tout cas, il y a d'autres échéances après. Par exemple, il va y avoir des élections municipales. Or, ça c'est très intéressant pour deux raisons. D'abord parce que si vous regardez les résultats à la présidentielle, au niveau des régions, on n'était pas très fort. On était très fort partout, mais on était en tête, voilà, on était premier dans une région, je crois, ou peut-être deux régions, ou des départements, je ne sais plus. Mais à ces échelles-là, ce n'était pas grand-chose. Par contre, on était en tête dans un très très grand nombre de villes et de grandes villes. Donc on aura plus de facilité à prendre des municipalités que des régions. Et si on prend des villes, et ben, ça donne énormément de moyens. D'abord parce que les villes ont des pouvoirs et des budgets, mais aussi pour des choses plus politiques. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont été impliqués dans la lutte contre le grand marché transatlantique. Ça ne veut pas ça. Et là, c'est le grand marché transatlantique, une espèce d'horreur néolibérale, etc. Ça a été pour moi quelque chose de vraiment marquant, parce que ça a été pour le coup un moment où j'ai vu poindre ce que serait un mouvement européen de gauche. Parce que dans tous les pays d'Europe, il y a eu des pétitions qui circulaient contre TTIP et qui étaient partagées, traduites, etc. Et alors, on avait 1 an pour recueillir un nombre X de signatures avec un certain quorum dans différents pays, et en 3 mois, c'était fait, on avait exposé toutes les notions. Il y avait quelque chose de très très puissant. Et très puissant en Allemagne. Je le dis parce que on a parlé d'Allemagne tout à l'heure, il faut quand même se rappeler qu'aussi en Allemagne, il y a une gauche. Voilà. Mais, la raison pour laquelle je vous disais ça à l'instant, c'est parce qu'une des formes d'action qui a été faite contre TTIP, c'était des villes qui se déclaraient hors TTIP. Et en jouant sur des questions de droit. Parce que dans le droit français, et je crois que c'est pareil dans le droit d'à peu près tous les pays, peut-être parce que les sociétés se sont construites sur les révolutions communales contre les seigneurs féodaux en général. Et il y a une phrase qui dit par exemple que la commune est souveraine sur toutes les affaires concernant la commune. Phrase quand même assez large et assez ambiguë. Et donc qui permettait aux communes de dire le TTIP, ça va transformer la façon dont on vit chez moi, donc on est hors TTIP. Donc on peut faire vivre une ville aussi sur un plan politique et même quelque part chez nous. Donc voilà, il y a plein de skills. Donc pour répondre à votre question, il faut. Si la dynamique populaire n'est pas là, elle n'est pas là, et c'est pas nous qui allons l'inventer avec nos petites mains, mais si elle est là, on peut l'organiser et lui offrir des objectifs. Il faut toujours donner un objectif. Voilà. Et d'abord les législatives, après les communales, et puis après, je suis trop sûr de ce qu'il y a dans le calendrier, mais il y a des choses. Alors, est-ce que vous... Oui, en fait, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un commentaire. Est-ce que vous voulez être vu ou vous préférez pas? Alors, approchez bien la chaise. C'est égal, mais... Approchez bien la chaise de la caméra. Oui, bon, d'accord. Oui, en fait, mon commentaire, ça peut être en rapport avec ce que vous venez de dire, mais je pense que en fait, le mouvement en fait, que France Insoumise a vécu, en fait, a organisé, etc., avec la présidentielle et maintenant avec les législatives, c'est très important en fait, parce qu'en Irlande aussi, on a les répercussions de ces mouvements-là, justement en France, et aussi ce qui se passe avec les élections en Angleterre. Donc c'est important en fait de mettre l'accent dessus parce que je pense que ça peut inspirer en fait d'autres mouvements. Par exemple ici en Irlande on a le mouvement pour les droits à l'avortement, on a le mouvement aussi pour séparer l'Église et l'État et d'autres mouvements bien sûr comme la taxe sur l'eau et tout ça. Donc nous, je suis membre de Solidarity et on pense que c'est très important en fait de participer à ces mouvements-là, mais aussi d'avoir un regard extérieur justement sur ce qui se passe dans le reste de l'Europe. Et évidemment, on soutient en fait France Insoumise justement parce que
si France Insoumise réussit à faire un bon résultat, un bon score aux législatives, je pense que ça peut aussi inspirer d'autres mouvements de gauche dans le reste de l'Europe qui peuvent avoir un succès assez bon. Bien, absolument. C'est pour ça que quand j'étais donc en Norvège, il y avait, c'était organisé par des gens tout va bien. La pile va arriver, donc on va faire tea break. Là, Juste quand tu as fini. Quand tu as fini, d'abord, quand tu finis ta phrase. La réponse, d'accord. Donc en Norvège, j'avais un meeting organisé par le journal de gauche Klassekampen, Lutte des classes. Et il y avait des représentants de Rødt, le parti de gauche norvégien. En Suède et au Danemark, j'ai rencontré des représentants des alliances rouge-verte. En Écosse, il y avait le Scottish Socialist Party, il y a un autre parti dont je ne sais pas bien plus. Et aujourd'hui, Solidarity. Et pour moi, ça, c'est absolument fondamental. Aussi bien au niveau des appareils, on voit bien, on a nos contacts. Et même, j'adore que dans cette salle, il y ait des Français qui sont côte à côte avec des militants irlandais. Moi, dans mon email que j'ai essayé d'envoyer aujourd'hui sur les listes consulaires, je ne sais pas si ça va marcher parce que c'est très compliqué techniquement, ça va, vous n'avez pas reçu. Non. Ah, bon, au moins quelques-uns. Ah voilà, hier ou aujourd'hui, c'est ça, aujourd'hui plutôt, je pense. Si vous saviez comme c'est techniquement difficile d'envoyer 300 000 emails, vous n'imagineriez pas. Ça fait le premier email que vous auriez dû recevoir il y a une semaine et il est écrit depuis 3 semaines. Ça, c'est très frustrant. Mais bon, on est une campagne de bénévoles, très dévoués, on fait ce qu'on peut de ça, et que parfois c'est quand même frustrant. Et tout ça pour dire quoi? Voilà, il y a tous ces gens là, maintenant dans cette salle qui se rencontrent. Ah oui, voilà, et dans l'email, je disais que les Français de l'Europe du Nord savent que la meilleure façon de lutter pour leur bien-être, c'est de lutter pour l'Europe du Nord. Voilà, donc on est engagé dans la même lutte partout. Voilà, vous êtes Français, vous êtes Français en Irlande, vous luttez en Irlande, vous êtes Français en Norvège, vous luttez en Norvège. Et comme vous êtes Français, vous luttez aussi en France. Et voilà, il faut faire absolument ce maillage des gauches partout. Si cette campagne ne servait rien qu'à ça, rien qu'à ce qu'on se soit tous rencontrés partout en Europe du Nord et qu'on ait une belle liste d'emails de choses à faire, et qu'on organise, je ne sais pas, annuellement un grand meeting de la gauche de l'Europe du Nord, et ben on aurait déjà fait le campagne. Tea break. Donc, tea break, alors il y a deux choses, c'est que, on va faire ça, et si vous voulez mettre vos coordonnées pour qu'on... Parce que ce qui serait bien, c'est que... Enfin, on continue après, hein, mais juste si les gens doivent s'en aller, qu'on ait un petit groupe de Français insoumis ici, mais qu'on peut grandir, quoi. Donc, qu'on puisse être en contact. Et à la France Insoumise, on n'utilise pas en Facebook, on utilise le Discord. Donc c'est un autre outil, parce que ça a été vraiment un truc de grassroots, quoi. Donc on pourrait vous donner des ouais, d'accord, ouais. Et Olivier de plus. Donc voilà. Et sinon, thé, café et biscuits. Merci. Voilà. Alors, j'ai une autre chose à dire. Je sais, oui. Et c'est du 8h. J'ai reçu un mail avec et on a travaillé avec 8h à 8h, je crois. 8h à 8h, c'est des dépouillements. Et le vendredi aussi. Vendredi aussi, parce que est-ce que je peux dire un... Alors, juste les deux, pour les gens qui ont besoin,